Merci à Marc, Véronique et Nancy pour leurs dons. Ouais, putain, je sais plus quoi inventer à chaque fois pour faire mes remerciements. Ah si, je pourrais faire ça aussi. Seigneur, accordez-moi votre miséricorde car j'ai péché. J'ai clopé à une soirée à m'en casser la voix. Et j'aimais ça. Le tabac, c'est tabou. On n'en viendra pas tous à bout. Quoi, vous voulez pas m'écouter? Putain, ma voix est en train de revenir. La voix est en train de revenir. La voix n'est plus cassée. Ah si. Ah si. Un peu. Je sens. Boum, badaboum. Mais il y a toujours la loupiote qui vient. Je vais me la jouer en mode patriarche. Dans le fauteuil, de biais comme ça. Voilà. Je vais faire mes vidéos comme ça. La bouche. À la Marlon Brando, le parrain. Voilà. Avec ma voix cassée, ça va bien. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Assumer publiquement sa colère ». Parce que, en fait, dans le fait d'assumer publiquement quelque chose, ça permet d'assumer, de s'assumer à la face du monde. Et quand tu assumes publiquement quelque chose, eh bien, en fait, tu assumes de montrer des parties de toi qui sont restées cachées au grand jour. Comme dans l'expression « faire son coming out ». Putain, je parle tellement mal anglais. Faire son coming out pour assumer au grand jour son homosexualité. C'est le fait justement de pouvoir l'assumer au grand jour qui va permettre à la personne de se libérer de la honte que lui inspirer ses orientations sexuelles. Donc, je passe une annonce. Je vends mon canapé lit. Non, je déconne. Je passe comme annonce ceci. Toutes les personnes qui voudraient profiter du fait que, ou plutôt bénéficier, parce que profit c'est un peu truc de connard, bénéficier, non, profiter, allez, profiter du cadre de cette chaîne et de son micro-public préparé à un certain type de contenu orienté sur le travail sur soi, l'auto-analyse. Donc ils voudraient profiter de ce cadre pour publier leur colère, enfin publier leur colère, ça veut rien dire, pour... je viens de bouffer, là, j'ai des remontées gastriques. Pour publier... la vidéo... Pour publier une vidéo d'eux en colère, voilà, eh bien, envoyez-moi vos vidéos et je les publierai. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un intérêt public à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour la personne, il y a un intérêt personnel pour la personne, et il y a aussi un intérêt public à faire ça. Car le tabou lié à la folie et l'association de la femme à la folie est encore extrêmement présent. Et ce truc, il faut l'exploser. L'exploser. D'ailleurs, là, je vais contribuer à l'exploser aussi par l'analyse, en fait, de la structure de la misogynie qui désigne le mépris de la femme, ce mépris cachant surtout une phobie. Eh bien, le mépris de la femme, c'est le mépris
ou plutôt la phobie, la peur, qu'inspire à la personne misogyne sa propre folie. En fait, il y a une association dans l'inconscient de la femme à la folie. Alors en français, folie déjà c'est féminin. Une femme qui se met en colère, c'est forcément une folle, une hystérique. Là où c'est paradoxal, en fait, c'est que l'expression en tant que telle, donc le fait d'exprimer sa colère, l'expression, ce n'est pas lié à l'aspect féminin dans la personne, mais à l'aspect masculin. L'expression, l'affirmation, l'extériorisation, l'action, tout ce qui est lié à l'extérieur et l'extériorisation, ça c'est l'aspect masculin. La folie en tant que telle, ou l'association de la folie au féminin, ça renvoie en fait au monde intérieur, à l'inconscient. Et en fait, tout le monde a un inconscient. Donc tout le monde a une folie à l'intérieur de soi. Par contre, tout le monde n'a pas la maturité pour pouvoir traverser cette folie. Même si quand tu rêves, quand tu fais des cauchemars, bon bah t'y es dans ta folie. Il faut avoir les tripes bien accrochées, mais surtout, il faut pouvoir déjà avoir un contact avec soi, un contact avec son être, une possibilité de s'exprimer. Parce que celui qui s'embarque dans son inconscient, mais qui ne peut pas s'exprimer, qui ne sait même plus comment s'exprimer sincèrement, qui ne connaît pas la sincérité. Il y en a, on dirait qu'ils ne connaissent pas la sincérité, mais en fait, il n'aura pas de contact, il va sombrer, en fait. Il va se laisser engloutir complètement. C'est l'expression qui permet de se sortir de l'enfer. C'est la sincérité qui permet de se sortir de la folie. Mais ceux qui ne savent même pas ce que c'est que ça, qui n'ont jamais aimé sincèrement, parce que le premier contact que tu as avec la sincérité, c'est dans l'amour. Donc ceux qui n'ont jamais aimé personne sincèrement, et qui n'ont jamais pu exprimer à personne sincèrement leur amour, mais ceux-là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour le coup, ce sont eux les vrais handicapés, les vrais cassos. Et son extériorisation marque déjà un début de transformation. Son extériorisation est une expression, et ça c'est plus lié à l'aspect masculin. Et en fait, ce que j'ai compris, et qui me permet en fait de résoudre mon problème que j'avais avec les féministes, c'est que misogynie et misandrie, donc la misandrie désigne la phobie ou le mépris envers les hommes, eh bien en fait, ce sont deux aspects que l'on retrouve dans chaque individu qui a peur de sa propre folie, mais aussi de sa propre agressivité, parce que l'expression en tant que telle, c'est agressif. C'est-à-dire que quand tu t'exprimes, tu déranges. Quand tu parles, tu déranges. Quand tu gueules, tu déranges. Et même quand tu agis, quand tu marches pour agir, tu déranges. Parce que en marchant, tu vas écraser de l'herbe, tu vas déranger des molécules. Voilà. Donc, le fait d'avoir peur de cet aspect masculin en nous, de cet aspect lié à l'agressivité et donc à l'expression, va être en fait une façon de refouler ou de renier son aspect masculin en soi, et va entraîner la misandrie, et à l'inverse, le fait d'avoir peur, d'avoir la phobie de son monde intérieur, de son inconscient et a fortiori de sa folie, va entraîner chez la personne la misogynie, donc un mépris des femmes, ce qui en tant que tel, encore une fois, ne veut rien dire, parce qu'un individu, ça ne peut pas être identifié au fait d'être femme ou homme. Un individu, c'est autant une polarité féminine qu'une polarité masculine. Certes, les proportions sont variables en fonction des individus, mais tout le monde a un aspect féminin, un aspect masculin. Et misogynie et misandrie viennent du fait que la personne a séparé ou n'arrive pas à reconnecter ou est en conflit et n'arrive pas à résoudre le conflit entre son aspect féminin et son aspect masculin. J'espère que vous avez compris, parce que et là, c'est vrai qu'en le disant, ça paraît compliqué, mais c'est très très simple. La colère, le fait d'assumer publiquement sa colère, c'est ce qui va permettre à la fois
de déchirer, de détruire cette phobie de la folie et en même temps cette phobie de l'agressivité liée à l'aspect masculin et de se réconcilier avec ces deux aspects en soi. J'ai retiré la vidéo de Alexandra qui gueule parce qu'elle me l'avait demandé. En fait, elle m'avait transmis le lien en privé et c'est moi qui lui avais suggéré ou qui l'avais incité plutôt à la rendre publique. Et en fait, quand tu fais quelque chose, ça doit venir de toi. Ou alors, si c'est une personne qui te l'a suggéré, tu dois être sûr à 100% quoi, de ce que tu fais. Donc là, c'est pour ça que je passe cette annonce et je vous dis, voilà, si vous avez ce besoin de rendre public et d'assumer publiquement la colère en vous, alors vous pouvez bénéficier de ce cadre, de cette chaîne pour la publication de cette vidéo. Petite parenthèse sur la colère, parce que c'est encore assez confus et je vais simplifier les choses. Je vais simplifier les choses en étant volontairement archétypale. Il y a d'un côté la colère inconsciente et de l'autre la colère transformatrice. Quand les supramentaux parlent de colère vibratoire, et là j'ai réalisé que c'est complètement débile, parce que vibratoire ça veut dire sonore. Donc en fait toute colère est vibratoire. Ils ont oublié de rajouter colère vibratoire, donc extériorisée, sonore, pas silencieuse, mais transformatrice. La colère inconsciente. Qu'est-ce que c'est? En fait, la colère inconsciente, c'est la colère de la victime qui crie contre son bourreau dans le but d'obtenir de son bourreau une réparation, des excuses, mais surtout la reconnaissance. Et ça, je peux vous garantir, j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'il a fallu que je l'observe sur moi, donc il a fallu que je me voie en action, en train de faire un transfert. Donc, il a fallu que je me filme pour me voir, parce que quand tu es dans ton transfert totalement inconscient, où tu transfères ton obscurité sur l'autre, toi, tu ne te vois pas toi-même, tu es persuadé d'avoir raison. Quand je me prenais la tête avec mon compagnon, j'étais persuadée d'avoir raison, j'étais persuadée que c'était lui qui avait un problème. Sauf que c'est moi qui faisais un transfert. C'est compliqué hein, le transfert, parce que sans dispositif technique, sans la caméra, pour pouvoir réellement te voir en action en train de faire le transfert, tu peux pas prendre conscience de ton transfert. Et la personne en face va te dire hey, tu fais un transfert, t'es dans la structure de la perversion, et toi tu vas lui dire oui, ça c'est justement pour ça que je te dis que c'est toi le méchant, c'est justement pour ça que c'est toi qui as un problème. Et c'est infernal, c'est le truc qui se mord la queue. Donc, voilà, je l'ai vu en fait sur moi en action. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je reprends rapidos les choses. Dans ton enfance, tu subis un trauma ou une dissociation, peu importe les termes utilisés. Il y a une personne qui va te dissocier. Ça, c'est ton bourreau. Mais tant que toi, tu n'as pas identifié ton bourreau, que tu ne te connais pas toi-même, que tu ne connais pas la situation précise, ou les situations, mais il y en a toujours une principalement, ou un scénario qui entraîne la dissociation, tu ne sais pas où est ton bourreau, tu sais pas quel est réellement ton bourreau. Et il y a des personnes qui vont t'énerver, qui vont t'offenser, qui vont blesser ton orgueil, hein, et toi, tu vas effectuer ton transfert sur ces personnes qui vont jouer le rôle de ton bourreau. Donc moi, comme dans ma structure, il s'agissait d'une femme, eh bien, je me retrouvais dans des situations avec des femmes contre lesquelles je m'énervais. Dans quel but? Dans le but inconscient d'obtenir de ces personnes des excuses, qu'elles me formulent des excuses, et ensuite que je sois reconnue par ces personnes.
Syndrome de Stockholm, hein, de la victime qui adore son bourreau et qui crie, qui hurle, persuadée d'être dans le vrai, mais qui cherche la reconnaissance de son bourreau. Donc ça, c'est vraiment infernal, ce truc. Hein. Et moi, par exemple, je ne peux pas travailler avec des personnes pour qui j'incarne leur bourreau. Parce qu'elles vont faire des transferts tout le temps, et en fait, donc je suis obligée de parler avec des personnes qui ont déjà une conscience d'elles-mêmes, qui peuvent se voir, s'entendre, faire ce travail de retour sur soi. Sinon, je parle à des victimes complètement aveuglées et sourdes, qui sont embarquées dans le transfert, et c'est la folie. Alors ça, c'est la folie. Parce que la folie réelle, c'est d'être coupé de soi-même. C'est d'être coupé de soi-même. C'est d'être totalement identifié à ces personnages refuges. C'est d'être embarqué dans une quête de pouvoir. Parce que quand tu veux pas avoir ta blessure, ta souffrance, tu t'embarques dans des quêtes de pouvoir. Alors tu te diras au service de supramental ou je ne sais quoi. Mais en fait, ce sera derrière une quête de pouvoir pour compenser ta blessure, ton complexe d'impuissance, pour te sentir exister. Et en fait, il ira nulle part parce qu'il n'y aura pas vraiment de colonne vertébrale à ce que tu fais. Il n'y aura pas de sujet. Tu n'apporteras rien de nouveau ou rien qui vient vraiment de toi. Parce que si tu veux apporter des choses qui viennent de toi et pas juste être un perroquet qui reprend ce qu'un tel a dit à sa manière et qui redit la même chose, si tu veux que ça vienne de toi, il faut que ça vienne de tes tripes. Il faut que ça vienne de ta souffrance, de ce qui est réel en toi. De là et de la connaissance de toi-même. Voilà, bon, bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que il faut pouvoir se connaître soi-même, connaître sa structure, la situation qui a entraîné la dissociation. Parce que sinon, toutes tes colères, elles seront adressées contre des personnes physiques ou des objets, donc des sujets extérieurs à toi. Et ces colères nourriront ton aliénation, nourriront ton complexe d'impuissance et ton besoin de pouvoir, de quête de pouvoir. C'est de la folie pure. C'est comme les politiques qui s'embarquent dans des trucs où il leur faut un ennemi à combattre pour avoir le pouvoir et le swag et le machin. Ça va nulle part, ça. Donc, d'un côté, il y a la colère inconsciente de la victime qui veut obtenir la reconnaissance de son bourreau. De l'autre, il y a la colère transformatrice. Et la colère transformatrice, eh bien, en fait, c'est une colère adressée envers la victime en toi. C'est-à-dire envers une partie en toi qui n'est pas toi. Donc, tu ne te bats pas réellement contre toi-même, tu te bats contre des parties de toi qui ne sont pas toi. En gros, c'est comme si tu incendiais ta victime intérieure. Ce qui transforme, je vais toujours utiliser ce mot, c'est beaucoup plus simple. Parce que les supramentaux disent monter en vibration, moi-même je l'ai utilisé plein de fois, mais en fait, ça sous-entend un côté perché, on va percher. Non, ce qui transforme, ce qui agit réellement dans la structure, c'est le fait à la fois de pouvoir exprimer la souffrance, donc puiser dans les tripes, puiser dans les mémoires, et en même temps crier son affirmation, crier son désir de vie, crier son aspect positif. C'est la rencontre du négatif et du positif. Donc, il y a un énorme travail à faire d'explosage du tabou de la folie, surtout chez les personnes de sexe féminin, identifiées au fait d'être femmes, et qui traînent tout le bagage mémoriel de la femme folle, de la sorcière, de l'hystérique, de tout ça. Et aussi, pour les hommes, de ce truc qui est en train d'arriver de plus en plus, où on est en train de diaboliser l'homme, le mâle, pour son aspect agressif, violent, alors que, en fait, c'est une donnée intrinsèque en nous, on a tous un aspect agressif. C'est ce qui nous lie à notre part animal et aussi au fait qu'on peut s'exprimer. L'expression, c'est agressif de toute façon. Donc, il faut assumer publiquement, de plus en plus que des personnes assument publiquement leur colère. Ça va déranger beaucoup de personnes, ça c'est clair, parce que, en fait, à partir du moment où tu assumes quelque chose publiquement, tu dois accepter qu'il y ait des individus qui fassent leur transfert sur toi, c'est-à-dire que ça vienne réveiller des mémoires traumatiques chez des uns et des autres, et qui te prennent pour le méchant, tu vois, qui te perçoivent comme étant le bourreau de leur vie.
Ça, c'est inévitable. À partir du moment où tu t'exposes, d'être exposé au transfert d'obscurité, de merde, de frustration des autres. Voilà. Donc, mais en même temps, en contrepartie, toi, tu te libères. Parce que tu t'assumes. La liberté, quelque part, elle a un prix. Hein. C'est... voilà. Moi-même, hein, les premières colères que j'ai assumées, bon, c'était surtout sur mon autre chaîne que j'ai fait ce travail, ça me foutait vraiment les jetons. J'avais l'impression que j'allais déranger l'ordre cosmique, l'équilibre des forces cosmiques que j'ai... ça m'a vraiment fait flipper, quoi. Et c'est ça qui m'a transformée, puisque c'est le fait de traverser cette peur de passer pour dingue et de déchirer ce tabou de l'hystérie, de la femme hystérique. À un moment donné, c'est fini, ça c'est vraiment les trucs de l'ancien temps. Cette forme résiduelle-là de la misogynie, de l'association de la femme à la folle, c'est vraiment un truc de boomer, mais alors de boomer maxi à la masse, quoi. Maxi à la masse. Maxi flippé, surtout. Maxi flippé. Moi, je croyais que c'était plus il y avait que les anciens à pouvoir être dans ces formes-là. Mais non, c'est encore un truc qui persiste aujourd'hui. Donc ça, il y a du taf là-dessus. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui assument publiquement leur colère. Leur colère transformatrice. Hein. Parce que les colères de transfert, les colères inconscientes, de toute façon, il y en a partout sur les réseaux sociaux, les gens qui s'embrouillent entre eux sur de la merde, on s'en bat les reins. Ça sert à rien. Ça sert à que dalle. C'est de la colère de Playmobil. C'est de la colère de PNJ, de personnages non joueurs. Tu sais, ça sert à rien. Alors maintenant, eh bien, je vais faire une petite pause. Je résume. La colère inconsciente, c'est la colère de la victime qui fait son transfert, mais qui n'a pas conscience, bien sûr, d'effectuer un transfert, et qui se met en colère contre une personne qui, sans qu'elle en ait conscience, incarne pour elle le bourreau dont elle espère obtenir des excuses et la reconnaissance. La colère transformatrice, c'est une colère de soi contre des parties qui ne sont pas soi pour atomiser ces parties de non-soi. Notre drame, quel est-il, notre drame? Nous sommes tous les héros d'une tragédie. Putain, c'est le drame universel de l'être humain, c'est qu'il est au cœur d'une tragédie qu'il ignore. J'en ai déjà parlé, mais là je le redis parce que ça va dans le sujet de la colère, ça a son sens. Certains disent qu'il faut sortir de la matrice. Ça, c'est le côté fantastique, perché de la tragédie et de la fatalité du destin, qui est en fait le grand sujet qui a toujours été abordé par les grands philosophes et les grands esprits ou les grands artistes. C'est la fatalité du destin. Comment sortir de la fatalité du destin? Comment sortir de l'enfer, de la répétition du même, de l'éternelle répétition du même, qui fait que tant que tu es prisonnier de ton destin, tu es condamné à toujours revivre les mêmes problèmes, tout le temps les mêmes problèmes. Eh bien, voici comment moi j'interprète les choses. Enfin, c'est plus que de l'interprétation, c'est de l'observation, de l'analyse. C'est que nous avons tous vécu une situation qui nous a dissociés. Et le drame vient du fait qu'au cours de cette situation, nous avons été éjectés. Dans les tragédies, le héros, le problème, c'est qu'il ne peut jamais agir. Son destin est plus fort que lui, il ne peut pas agir. Quand
nous étions enfants, nous n'avons pas pu agir, nous n'avons pas pu nous opposer par la parole, par l'expression, à ce que nous subissions. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas les moyens de nous exprimer, mais aussi et surtout parce que nous étions paralysés du fait de l'incompréhension générée par la situation. C'est-à-dire que ce qui entraîne la dissociation, c'est avant tout de l'incompréhension. L'incompréhension, le gel du système psychique, qui fait que tu restes paralysé. Les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, machin, c'est tout mignon ça. Mais avant ces 5 blessures, la blessure première et fondamentale, c'est la blessure d'incompréhension. Donc, nous avons été éjectés de notre situation. Et ensuite, toute notre vie, on reste spectateur. Et on a été éjectés. C'est comme si on avait été éjectés de notre vie. Et la dissociation, c'est ça, c'est une coupure avec soi qui fait que on n'est plus en soi. On est un autre que soi. On est un personnage non joueur, en fait. C'est ça. C'est que, finalement, c'est ça. Pourquoi les gens deviennent tous des Playmobil? Parce qu'ils deviennent des personnages non joueurs. Ils sont éjectés de leur situation par la dissociation. Et ils n'en ont absolument pas conscience. Aucune conscience de ça. Le personnage non joueur, il ne sait même pas qu'il est un personnage non joueur. Sinon, il se mettrait en colère. Il dirait, pourquoi je suis un personnage non joueur et pourquoi je ne suis pas le héros? C'est de la merde d'être un personnage non joueur. Alors, c'est ça. Nous avons été éjectés de notre situation. Donc là, par rapport à cette colère transformatrice, il s'agit, dans son présent, de réinvestir sa situation. C'est-à-dire, symboliquement, de re-rentrer en scène. Tu as été éjecté de la scène par l'incompréhension. Eh bien, dans ton présent, tu vas retourner dans la scène. Tu vas retourner dans la situation qui a entraîné ta dissociation. D'où la nécessité de se connaître soi-même et d'avoir identifié cette situation. Mais celui qui ne se connaît pas lui-même, qui n'a jamais parlé de ses souffrances, comment voulez-vous qu'il puisse identifier son bourreau? Il sera condamné à faire toute sa vie des transferts et à s'embarquer toujours plus loin dans la folie. Donc, identifier la situation et re-rentrer en scène pour pouvoir agir. Enfin, résoudre le problème, résoudre l'anomalie. Comment? Premièrement, en exprimant ce qui n'a pas pu l'être, c'est-à-dire la souffrance qui n'a pas pu être exprimée par rapport à ce qui a été subi, à la hauteur de l'intensité de la souffrance subie. Donc s'il faut gueuler fort, pleurer fort, faut pleurer fort. Ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir expliquer à ton enfant, c'est-à-dire à ton toi du passé, ce qu'il n'a pas pu comprendre à l'époque. Véronique m'a envoyé une vidéo privée où justement c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a pris des photos d'elle du passé et elle s'est parlé à elle du passé. Donc c'est un truc de fou, hein. C'est comme si c'était son soi du futur ou sa conscience évoluée du futur qui parlait à son soi meurtri du passé. C'est un truc de fou, c'est comme un voyage dans le temps. Bon, ça c'est pour le côté un peu fantastique, mais c'est ça, on doit être des visiteurs de nos temporalités. Et notre solution est dans le futur. C'est notre conscience qui a la solution. Mais elle doit l'apporter, cette solution, au soi du passé qui est meurtri, qui est prisonnier dans le temps. Le visiteur, enfin, en fait, on a des soi du passé qui sont prisonniers dans le temps. Tant qu'ils ne sont pas libérés par nous, il n'y a que nous qui puissions le faire, ça. Tant qu'il ne s'est pas libéré, c'est prisonnier. Personne d'autre que toi-même, ne peut délivrer tes parties de toi du passé. Personne d'autre que toi-même. Et tant que tu ne parles pas, tu ne vas pas expliquer à ton toi du passé pourquoi il a été, qu'est-ce qu'il a subi, lui donner la solution au problème, lui expliquer pourquoi les adultes totalement inconscients ont agi comme ça envers lui, et tu ne lui apportes pas aussi le réconfort et l'amour dont il a besoin, cet enfant qui n'a rien compris. Personne d'autre ne pourra lui apporter. Il y a tout un travail à faire, et je vais en parler encore dans les prochaines vidéos de ça, même si après, moi, mon objectif, mon but, c'est quand même de faire le travail avec des personnes individuellement, pas juste de la théorie comme ça, mais
il y a un travail que tu dois faire de toute façon. Et ça passe par la parole, l'action. Mais pour ça, il faut pouvoir se débarrasser de la peur de passer pour fou, folle, ou d'être trop agressif. Donc, se réconcilier avec cet aspect masculin et cet aspect féminin, c'est obligatoire ça. Sinon, bah, tu resteras toujours dans... t'oseras rien, et puis tu resteras prisonnier, voilà, c'est tout. Donc, la deuxième étape, c'est d'expliquer à l'enfant ce qu'il n'a pas compris. Et ensuite, dans la troisième étape, il s'agit, j'en ai déjà parlé, de se redéfinir, de s'actualiser dans le présent. Si tu dis pas, si tu peux pas formuler tes besoins, ce à quoi tu aspires, quels sont les projets qui pour toi ont du sens, où est ta soif première, ton désir premier, ta soif, qu'est-ce que tu veux que la vie, qu'est-ce que tu veux donner une perspective à ta vie? Ta vie, tu continueras d'être un personnage non-joueur. Et il faut pouvoir aller voir ce que cachent tes rêves ou tes buts. Quels besoins et quelles soifs premiers fondamentaux cachent cela. Et tout ça, ça se fait par la parole, le débriefing, il faut parler, il faut dialoguer avec soi. Si toi, tu ne te poses pas des questions à haute voix, comment tu veux obtenir des réponses? Pour avoir des solutions aux problèmes, il faut d'abord, dans un premier temps, poser le problème. Ou poser la question. C'est simple, hein? Mais quand on était enfant, ça c'est Nancy qui me le rappelait, le problème aussi, ce qui a contribué à nous dissocier, c'est que quand on posait des questions, les parents donnaient tout de suite la réponse. Mais une réponse qui n'avait pas de sens. Comment je suis arrivé au monde? Ah bah t'es arrivé dans les choux et les fleurs. Comment niquer le cerveau d'un enfant? Nancy me disait que elle, ce qu'elle faisait, c'est que quand l'enfant lui posait cette question, elle lui répondait « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» pour lui offrir la possibilité de s'apporter des réponses à lui-même, par lui-même, et ainsi de prendre confiance en sa capacité à comprendre par lui-même. Et celui qui peut comprendre par lui-même, il se crée un centre, il a de l'intégrité, il ne peut plus être manipulé, il ne peut plus être influencé, il est libre celui-là. Mais il faut pouvoir l'offrir à soi-même, cette possibilité de se libérer. C'est pas un principe passif, ça. Il faut passer à l'action. Et ça commence par assumer les parties de soi qui dérangent, autant toi que les autres. On n'a rien sans rien, ça c'est clair.